Hello, hello, bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur le décryptage des énergies de la dernière pleine lune de cette année 2020, ouf, qui aura lieu donc le 30 décembre 2020, 3h29 temps GMT. Elle se situe dans un axe Cancer-Capricorne, c'est la pleine lune en Cancer qui est autour de 8 degrés, 8 degrés 53 minutes. L'ascendant du méridien de Greenwich est situé à 13 degrés Scorpion. Alors cet ascendant, je vous invite à le moduler évidemment en fonction des endroits du globe où vous habitez, mais globalement cette pleine lune que je fais, elle est en accord avec le méridien de Greenwich, ce qui indique que globalement les énergies mises en place sur cette pleine lune sont tout à fait cohérentes pour la globalité des énergies de la lunaison. Donc, si on en vient donc à cette pleine lune, cette dernière pleine lune de l'année, quelles sont les énergies donc en présence? Alors, ce qui est intéressant ici, c'est le fait même que, évidemment, on soit en présence d'une pleine lune en Cancer. Cette pleine lune en Cancer, je vous rappelle, c'est l'apogée du cycle de la lunaison donc, qui lie au Capricorne, donc au pouvoir. Le Cancer étant représentant par un de ses domaines la démocratie. Cette lune, en fait, comme toutes les pleines lunes, elle vient focuser sur des détails, sur un domaine, sur quelque chose qui doit être redressé par rapport effectivement au signe qui est en face. Le signe qui est en face, c'est donc le pouvoir totalitaire, c'est la politique, c'est les choses qui sont, je dirais, assez austères et qui représentent un certain nombre de strates, de construction, de structures, etc., d'apports anciens dans notre schéma d'évolution. Donc la pleine lune en Cancer, elle vient sonner une espèce de warning, elle demande en fait à ce qu'il y ait une espèce de vigilance qui soit ni plus ni moins ouverte sur les domaines du Cancer. Donc de quoi vient parler le Cancer? Alors en politique, le Cancer va parler de démocratie. On est sur un axe qui peut parler de la démocratie et qui va parler de l'émotivité. Le Cancer, c'est beaucoup l'émotion, hein. La lune d'ailleurs, elle est dans son signe. Euh, Ça va être aussi les enfants, ça va être le public, ça va être les femmes, ça va être les cycles, hein. On parle de cycle avec la lune. De quoi parle-t-on? On va parler de tout ce qui est lié à la maison, de tout ce qui est lié au foyer, aux origines, à l'histoire, au passé, etc., etc. Bon, globalement, le Capricorne et le Cancer sont pour tous les pays représentatifs d'un certain type de conduite du pays. Donc c'est pour ça que le Cancer est souvent euh, amené à représenter aussi la politique. Alors ici, on tombe en plein milieu, évidemment, cette pleine lune en Cancer, elle tombe en plein milieu de problématiques du pouvoir qui sont très grandes. Quand on regarde les élections aux États-Unis, c'est toujours pas fini. Et plus on avance, plus on découvre que finalement, on a très peu de chances de savoir la vérité avant le 20 janvier, ou à peu près, en tout cas début janvier, où ça risque encore de se retarder. Et donc, on voit que notre président a attrapé le virus au prix, je pense, de la négligence qu'il reproche au petit peuple, etc., etc. Alors, évidemment, c'est les pays qui sont avec le Cancer, donc avec une certaine forme de démocratie. La Chine, elle est par exemple, elle est en ce moment très valorisée, on va le voir pourquoi, avec cette conjonction Jupiter-Uranus
qui se fait en tout début du Verseau, puisque la Chine, elle est donc on va prendre toujours la première, le contrat, donc on va détecter que c'est le 1er octobre 1949 à 15h15, et donc finalement elle est Balance ascendant Verseau. Et donc son ascendant Verseau, j'essaierai de faire une capsule sur ma page Facebook sur justement l'évolution de la Chine. C'est intéressant parce que cette conjonction se positionne exactement sur l'ascendant de la République entre guillemets de Chine. Donc ça va la renforcer, ça va renforcer aussi l'aspect avec Jupiter qui explose. Ça va renforcer cet aspect dictatorial qu'on va voir avec Saturne en Verseau, et donc ça donne une conjonction qui va pouvoir promouvoir un certain nombre de choses. Mais pour les pays directement en phase avec la démocratie, aujourd'hui, cette pleine lune va marquer, donc dans l'axe Cancer-Capricorne, elle marque un problème sur le pouvoir et la démocratie. Alors, elle est également affaiblie, si on regarde bien, elle est affaiblie par Chiron. Donc là, on a bien notre pleine lune et on a ce Chiron en Bélier. Et donc, on a une pleine lune qui est complètement immobilisée par un carré en T. Et à l'apex se trouve évidemment, c'est-à-dire à l'apex, j'aime pas le jargon astrologique, à la pointe de ce carré, c'est-à-dire dans un bout du triangle, côté carré, eh bien, il y a, donc côté triangle rectangle hein, pour les puristes, il y a ce Chiron. Qu'est-ce que Chiron? Chiron, c'est l'astéroïde du guérisseur blessé. C'est lui qui symbolise les guérisons, les maladies, les problématiques fortes qui sont liées à des guérisons de l'âme ou physiques. Ici, on voit bien que quoi qu'on fasse, d'accord, par quel bout qu'on prenne le truc, on ne va pas y arriver. Ici, on est bloqué. On n'y arrive pas. Bon, donc clairement, on a une pleine lune qui indique qu'on est encore sur des problématiques lourdes liées à ce virus. Ce virus qui vient donc empêcher l'évolution clairement de la démocratie et des libertés démocratiques, comme on le voit tous les jours, et qui également indique la transformation, l'obligation de transformer en profondeur ces démocraties. Pourquoi? Eh bien parce que cette lunaison, elle est en maison 8, en face de la maison 2, donc la maison 8, la maison des épreuves, de la mort et de la transformation, et la maison 2, c'est celle de notre économie, c'est celle qui nous alimente. C'est l'argent dont je dispose, les dons dont je dispose pour pouvoir vivre dans cette vie. Donc le soleil qui est aussi mon corps, ma vitalité, d'accord, ma volonté, est affaiblie par un Chiron en Bélier, donc qui est assez actif. Hein. On va voir que c'est quelque chose qui circule, d'accord, et qui est avec donc son maître également en Bélier. Et le maître du Bélier, Mars, qui est ici, est en maison 6. Maison 6, la maison du quotidien, des maladies chroniques, etc., etc. Bon, donc on peut se dire, c'est pas pour tout de suite qu'on va nous l'enlever, le bidule. Donc effectivement, le bidule, il va rester et il va circuler dans la période de la lunaison, d'accord? Donc du 30 décembre à début janvier certainement et à l'autre pleine lune, on va avoir un maximum de choses qui vont être générées par cette impossibilité de maîtriser quoi que ce soit. C'est une impossibilité. Là, c'est-à-dire que là, ici sont pris, ou alors comme des manches, ou alors il y avait, mais en tout cas, quoi qu'ils fassent, quoi qu'ils essayent, quoi qu'ils pensent, de toute façon, le timing ne sera pas bon, la décision ne sera pas bonne, la façon de faire ne suivra pas, etc., etc. Alors, Mars en Bélier peut aussi signifier les vaccins. Les vaccins, donc, peuvent évidemment faire courir une problématique également importante sur la maladie.
et sur la démocratie. C'est-à-dire qu'imaginez qu'ici, là, on ait une volonté de guérison, mais qu'on s'en prenne non pas avec un remède, un traitement, mais un vaccin qui est signifié par Mars, c'est l'aiguille, d'accord? C'est ce qui va nous piquer, en bélier d'autant plus. Eh bien, on se retrouve à ce moment-là avec un grand carré qui va aller toucher évidemment Pluton, qui est toujours en Capricorne et qui est en maison 3, donc ça va diffuser, ça va diffuser, ça va diffuser. Donc globalement, des problématiques vaccinales qui sont prévisibles et qui vont, puisque la dynamique de traitement, de vaccin, etc., n'est pas comprise, d'accord? C'est-à-dire qu'on pourrait très bien imaginer qu'on prenne les choses par le médicament, Neptune en Poisson, d'accord, le traitement par les médicaments, eh bien, on se retrouve avec finalement un Neptune qui est bien relié à la lunaison, d'un côté bien relié à la Lune et de l'autre côté bien relié au Soleil. Sauf que c'est pas du tout ce qui est décidé aujourd'hui, alors que ça pourrait être décidé, hein, puisque ici on est en maison 4. Mais la maison 4, c'est la possibilité de donner une autorisation de prescrire aux médecins généralistes. Or, la maison 4 va servir ici certainement comme succursale analogique au signe du cancer, c'est-à-dire que le signe du cancer, c'est le 4e signe. Donc ici, si on regarde le Neptune en 4, eh bien, il va être sorti de la démocratie, donc on va dire caché de la démocratie, et donc pas permis au final, ou de façon très parcimonique, de pouvoir donner aux médecins la possibilité de donner un traitement. Alors, ça, c'est déjà la première chose. Ce qui est donc dans les énergies dans cette lunaison sont encore bien plus importantes si on regarde ce qui va, je dirais, sous-tendre le quotidien. Donc on parlait tout à l'heure du vaccin qui rentre dans notre quotidien dans la maison 6, mais dans la maison 6, il n'y a pas que ça. Il y a la lune noire avec Uranus. Cette lune noire conjoint Uranus en taureau, elle va être correctement reliée, en bon aspect, à la lune et au soleil, conjoint Mercure. Ce qui nous indique quelque chose entre la maison 8 et la maison 2, c'est qu'il y aura de nouvelles aides qui seront données. Qui seront données à qui? Alors, qui seront données à la planète, aux domaines qui sont liés à la planète maîtresse du taureau. Donc, regardons où est Vénus. Vénus est ici en Sagittaire, en maison 2, donc il y a bien des aides qui lui arrivent, mais c'est pas bon. C'est des aides qui sont données sur quelque chose de mauvais, quelque chose d'arrière-garde. Pourquoi? Eh bien parce qu'elle est conjointe en Sagittaire, mais c'est pas le problème, au nœud sud. Et donc on va pas dans la bonne direction. C'est-à-dire que au lieu de dynamiser l'économie, Sagittaire, d'accord, Jupiter, significateur, symbole de l'économie et de l'expansion, de la réussite, eh bien, on vient simplement donner des aides, d'accord? On vient même vendre des petites choses. Alors, on peut aussi même imaginer, là, on a cette histoire de vaccin qui est donc voilà, qui peut essayer de soutenir, etc., une partie. Mais bon, on voit que globalement, l'économie, les commerces, tout ce qui est artistique, on voit que la cuspide de notre maison 12 est en balance, les pauvres, donc tout le domaine artistique, toute la restauration, je pense que tout ça ne réouvrira pas le 7 janvier. D'accord? On a des problématiques vaccinales qui sont telles, ça a l'air d'échapper complètement à leur contrôle. Donc je pense qu'il est très probable que ça se solde par des nouvelles aides, d'accord? Des nouvelles aides qui seront distribuées d'un côté et de l'autre au niveau pour s'acheter la conscience politique, mais il y aura rien de pensé, il n'y aura pas de process, d'accord, qui sera déterminé ou de nouvelles pensées, hein, qui sera mise en place. Alors la nouvelle pensée, pourtant, on pourrait la voir, d'accord, puisque en maison
3, eh bien, on a des choses qui sont intéressantes. En maison 3, on a d'abord Pluton qui finit de dissoudre les anciennes structures, qu'il en reste encore, et on a surtout cette fameuse conjonction Jupiter-Saturne au début du Verseau. Cette conjonction, elle sera exacte le 21 décembre. Et donc ici, elle aura déjà eu lieu, Jupiter étant ensuite passé un tout petit peu derrière Saturne. Donc on est en phase descendante de la conjonction exacte. Cette conjonction exacte, elle est, donc on le voit tout début Verseau, donc elle va être carrée à la Lune noire et Uranus en Taureau. Donc globalement, le quotidien ne fait pas appel aux nouvelles idées qui pourraient surgir et qui pourraient venir. C'est bien dommage parce que globalement, Saturne, Jupiter pourraient ouvrir des tas de problématiques nouvelles qui peuvent être très dynamisantes. Sauf que, quelque part, il y a une espèce d'enjeu, je serais tentée de dire, d'enjeu politique, d'enjeu presque stratégique qui est sous-tendu par ces nouvelles idées. Parce qu'en fait, ces nouvelles idées, on veut les vendre. C'est le Jupiter-Saturne en Verseau sera l'ère de vraiment de nouvelles interventions, de nouvelles évolutions, de nouvelles inventions très, très importantes. Alors, si on regarde cette conjonction Jupiter-Saturne, cette conjonction Jupiter-Saturne, dans l'histoire en Verseau, elle a eu lieu en 1405. C'est pas d'hier, c'est-à-dire au XVe siècle. Le XVe siècle, alors le Quattrocento italien, c'est vraiment une période charnière. C'est une période qui est charnière et qui est très mal connue entre... qui est très mal connue, qui est très mal documentée. C'est une période de transition entre le Moyen-Âge d'un côté et la Renaissance de l'autre. D'accord ? Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que c'est un siècle qui a amené énormément d'innovations, puisque c'est le siècle de l'imprimerie avec Gutenberg, c'est le siècle où on va commencer à découvrir les maps-mondes, à pouvoir dessiner les maps-mondes, à se positionner sur le fait de se demander ce que ça va être que le monde qu'on va dessiner. Est-ce que le monde qu'on va dessiner, on ne dessine que le monde religieux, ou est-ce qu'on dessine plus que le monde religieux? Si on dessine autre chose que le monde religieux, est-ce qu'on n'est pas en train de dessiner le diable, etc., etc. Donc, cette période-là est une période hors du commun dans l'histoire. C'est une période de transition. Je vais vous faire un petit débrief parce que c'est super important. C'est la période de la guerre de 100 ans. Donc, elle a eu un grand essor également sur les commerces. Et à la fin du XVe siècle, c'est la période des guerres d'Italie qui finira par Louis XII et François Ier. Alors, la grande guerre du XVe siècle, c'est la guerre de 100 ans, qui a duré pas tout à fait 100 ans, mais qui a eu des tas de positionnements pour rebasculer sur quelque chose que vous allez tous connaître. C'est la période de Jeanne d'Arc, qui décide, en entendant des voix, d'aller chercher Charles VII et de l'emmener se sacrer à Reims. Donc il y a cette dynamique de filiation des rois de France qui va aussi fédérer, puisque Charles VII va construire la royauté à ce moment-là. D'accord ? C'est aussi une période qui a vu une espèce de bascule géopolitique, puisque c'est la fin du monde byzantin. En 1453, on a la prise de Constantinople par les Turcs. Cette prise de Constantinople, elle va donc voir déferler sur l'Espagne et sur le bas aussi de tout un tas de nos pays, la frange du monde ottoman. D'accord ? Et donc, elle va absolument commencer à montrer qu'il y a un autre pouvoir, qu'il y a d'autres républiques, c'est pas des républiques, c'est d'autres royaumes qui vont se montrer plus ou moins agressifs et avec lesquels il va y avoir surtout, nous ne l'aurons pas,
des possibilités de commercer. Et c'est ce qui va se passer. D'accord? Donc, on se retrouve avec Charles VII, mais pas que, c'est également la période de Louis XI, qui est un roi en France qui a bénéficié, malgré lui, de tout un sapage de l'ingénierie sociale pour réécrire l'histoire. Louis XI, c'est le roi qui a défendu son royaume. C'est le roi qui s'est allié avec les tout petits seigneurs et les paysans pour foutre dehors les ducs de Bourgogne. C'était très, 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 très. Et donc, il a été mal servi par l'histoire, puisque on a eu, c'est également lui qui a inventé la poste et qui a mis en place les réseaux de poste. Et donc basé avec de la monnaie qu'on transbalait, basé sur de l'or, et c'est lui qui faisait qui a commencé à prendre conscience de l'économie basée sur l'or et donc de la richesse du pays qui allait être produite par la terre et qu'il fallait donc monétairement pouvoir euh, gérer quelque part, mais que ça revienne également de façon équitable à tout le monde. Et en fait, l'histoire l'a complètement dézingué, parce que quand il s'est fâché, je crois, avec l'évêque de Lisieux à l'époque, bah, qui lui a taillé un costard, et ce qui a écrit un roman sur Louis XI, en décrivant un personnage super cruel qui enfermait déjà les petits-enfants dans des cages. Bon. Et ce qui n'était pas la vérité, puisqu'il a été surtout connu pour pouvoir justement défendre en réalité le royaume et les terres, et pouvoir faire en sorte d'avoir quelque chose de très bénéfique au niveau de ces paysans. C'est également l'époque de Charles le Téméraire, en Angleterre de la duchesse d'York, en Italie de Laurent le Magnifique, Laurent de Médicis. On voit également arriver au XVe siècle Vasco de Gama et Christophe Colomb, qui vont discuter avec les rois catholiques Isabelle et Ferdinand de Castille, pour Ferdinand d'Aragon, Isabelle de Castille et Ferdinand d'Aragon, pour arriver à pouvoir mettre en place des circuits pour aller au-delà de cette map monde et du monde religieux qu'ils avaient dessiné. Au niveau religieux, c'est là où je voulais en venir. En fait, autant, alors on va voir avec les inventions, Léonard, c'est le siècle de Léonard de Vinci, donc autant en peinture qu'en sculpture, qu'en anatomie, qu'en invention déliante et tout, il n'y a pas eu de problème, il y a eu plein de choses de fait, mais la régression de la conjonction Jupiter-Saturne qui avait eu lieu à cette époque-là à 22 degrés Verseau a été assez compliquée, puisque ça a donné lieu aux périodes fortes de l'Inquisition. C'est-à-dire qu'on a eu notamment le pape a donné la possibilité aux dominicains de l'époque de pouvoir avoir des tribunaux pour juger à la fois des choses au nom du droit mêlées à la religion. Et alors là, ça a été complètement la porte ouverte à toutes les fenêtres. Et donc on a eu l'ouverture sur finalement quelque chose qui a été initié par le pouvoir et qui a été appelé l'hérésie. Au démarrage, l'hérésie, c'était juste une espèce de mauvaise compréhension de la religion. Et puis, chemin faisant avec ces moines dominicains, on a Savonarole, le dingo, et Torquemada, celui qui a écrit le petit manuel de la torture. On a eu deux choses. On a eu cette notion d'erreur religieuse, donc avec le vocable d'hérésie, et qui s'est complètement collée à une notion de devoir religieux sociétal. Donc cette notion d'hérésie a été intégrée à ce devoir religieux sociétal, et le pouvoir, évidemment, s'en est emparé. Donc finalement, au Moyen-Âge, on arrive à cette époque-là à penser que l'hérétique, il est dangereux, et que donc il faut le couper de la société, parce qu'il va communiquer
sa mauvaise vision du monde aux autres. Alors, je vais vous lire un truc, parce que ça m'a quand même sauté aux yeux, qui était dans un livre de Régine Pernoud de 1979, et elle écrit, en 1979, hein, écoutez bien, « Tout accident spirituel semble dans ce contexte plus grave qu'un accident physique. Sous bien des rapports, l'Inquisition fut la réaction de défense d'une société pour laquelle, à tort ou à raison, la préservation de la foi semblait aussi importante que de nos jours celle de la santé physique. » Je me suis dit, mais mince, on est en pleine inquisition finalement. On est en pleine inquisition avec le passage à cette santé physique qui vient poser un diktat sanitaire et qui peut dérailler. Parce qu'à cette époque-là, donc au XVe siècle, cette notion même d'hérésie, donc là on le voit chez nous en ce moment avec si on est anti-vaccin, si on demande un remède plutôt qu'un vaccin, ou si on demande une étude sur les vaccins, ou si on demande une étude sur les masques ou sur les tests, ou qu'on remet en cause le fait que pourquoi il y a des faux positifs, on devient complètement louche. Et si vous faites ça quand vous avez des enfants à l'école, vous allez être ciblé également. Donc ici, on voit que ça reprend la même dérive que celle qu'il y avait donc au XVe siècle, puisque la notion d'hérésie à l'époque, elle a été consciemment et constamment élargie pour y faire rentrer finalement toutes sortes de choses qui étaient en marge sociétale, mais qu'on n'avait pas envie de traiter. Donc on a mis dedans les juifs, les ottomans, les homosexuels, les sorcières, les guérisseurs, etc., etc. On a tout mis. D'accord ? Et donc, l'hérésie, finalement, avec cette notion de droit qui s'est mis dessus, va devenir un crime contre Dieu. D'accord ? Et en devenant un crime contre Dieu, elle devient un crime contre la société. D'accord ? Par extension. Donc, ensuite, elle devient quelque chose qu'on a le droit de juger. Donc, un délit d'opinion, finalement, qu'on a le droit de juger, avec une conformité à laquelle on n'a pas le droit de déroger. Et donc, finalement, on va aller dans un espèce de crescendo où, effectivement, la torture va rentrer et on va légitimer cette torture. D'accord ? D'ailleurs, on a Torquemada qui a écrit pour être sûr que tous les religieux, les dominicains qui allaient être en charge de ces tribunaux inquisitoriaux, allaient pouvoir torturer de la bonne façon. Donc on se retrouve avec finalement un jugement qui finalement devait être suivi d'aveux. Et une des particularités de cette instruction dans ces tribunaux inquisitoriaux, c'est que l'accusé n'avait pas le droit de savoir de quoi il était accusé. Ses proches non plus. Et donc, par contre, il fallait qu'il se défende. Donc, la défense était systématiquement à l'aveugle. Donc, il y avait très peu de chances pour qu'il arrive à se défendre correctement. Et donc, finalement, on considérait facilement que la personne était déviante. Et donc, c'était, s'il n'y avait pas d'aveu et ensuite de remise en route dans le droit chemin, c'était le bûcher. Donc on voit comment de quelque chose qui finalement était un paramètre hors zone, qui n'était même pas inscrit dans la façon, dans la société, on a accolé des notions diverses pour arriver à rendre ça juridiquement et légalement jugeable, et que ces gens ont été brûlés, bannis, on leur a pris tout ce qu'ils avaient, puisque d'autres, il pouvait y avoir des multiples façons de pouvoir en venir à bout. Et aujourd'hui,
là où je veux vraiment attirer votre attention, c'est que entre cette époque-là et maintenant, on n'a pas eu de Jupiter conjoint Saturne en Verseau. Quand on l'a eu, la dernière conjonction qui a changé de signe, c'était en Poisson. D'accord? C'était au moment où on a eu le schisme luthérien. Donc c'était bien en Poisson qui a considéré des problématiques religieuses. On est d'accord? Aujourd'hui, c'est plus des problématiques religieuses qu'on a. Aujourd'hui, ça va être des problématiques de transition. C'est vraiment comme cette transition du XVe siècle où on a eu vraiment sur une longue période, on a eu cette problématique de changement d'époque avec des innovations, des inventions, mais aussi des régressions considérables en matière de gestion politique, en matière de gestion de l'humain. Okay, et ça, c'est des choses qu'on va retrouver dans cette configuration-là, traitées d'une autre façon. Hein. On ne va pas faire brûler tout le monde en place publique, enfin j'espère, mais globalement, il peut y avoir avec ça une chasse aux sorcières. Et c'est ce qu'on voit. On voit qu'on a mis, pour une raison ou pour une autre, mais qui semble quand même relativement louche, un professeur de médecine dans un asile. On voit qu'on a démis de sa chefferie de service le professeur Perron parce qu'il s'est exprimé et que ça a gêné. Donc plutôt que de porter plainte ou de faire un truc contre lui qui serait simplement, voilà, il y a quelque chose sur le délit d'expression. On considère que ces gens sont déviants d'une doctrine, d'un dogme qui serait le dogme assigné par la santé. On n'est plus dans ce dogme d'avant 2405 qui était le dogme de la foi. On est dans le dogme de la santé. Il faut, pour être en bonne santé, suivre ce que dit le Conseil de santé et l'OMS. Si on n'est pas là-dedans, il n'y a pas de possibilité de dire autre chose. D'accord? Donc on est vraiment rendu sur je vais vous faire toucher du doigt que c'est cette énergie-là qui est mise en route là maintenant. Ok? Donc voilà, donc ça c'était important. Donc au niveau de la numérologie, le 30-12, eh bien, ça fait 3-3. 2020 c'est 4. 3, 3, 4, 6 plus 4, 10. Donc on est dans c'est la roue de fortune. Donc on bascule, d'accord? On bascule clairement dans une nouvelle vision d'autre chose, dans un nouveau niveau, alors la bascule, elle n'est pas forcément positive, elle n'est pas forcément négative non plus. C'est quelque chose qui indique que une situation qui paraissait solide, d'un seul coup, soudainement, les paramètres changent de façon importante. Voilà ce que veut dire cette carte-là. Ok ? Voilà, bah écoutez, pour moi, je vais vous souhaiter malgré tout une très bonne fin d'année 2020. On a tous hâte qu'elle soit terminée, je pense. Donc, prenez soin de vous, prenez soin de vos proches. Et puis, eh ben, je vous dis à 2021 pour une prochaine vidéo. À bientôt. Ciao, prenez soin de vous. Ciao.